podcast qui donne le micro à vos histoires d'amour. Moi, c'est Marguerite et mon projet est de devenir thérapeute de couple. J'ai donc décidé de lancer mon podcast afin de mettre le pied à l'étrier. Le but, c'est de désidéaliser l'amour et de le montrer tel qu'il est vraiment. Beau, parfois douloureux, intense et un peu tout ça en même temps. Si ça vous intéresse de découvrir tout ça avec moi, abonnez-vous. Et maintenant, place à mes invités du jour. Aujourd'hui, je reçois Marianne et Hubert qui viennent nous raconter leur histoire d'amour. 5%, c'est le taux de chance de survie de Marianne après un très grave accident survenu au Chili. Si elle survit, elle ne pourra plus parler et plus manger par la bouche. Dans le même temps, Hubert prend la décision de la demander en mariage. Lorsqu'il apprend que la femme de ses rêves est entre la vie et la mort, tout est remis en question. Bonjour Marianne, bonjour Hubert. Bonjour Marguerite. Bonjour Marguerite. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour enregistrer ce petit épisode ensemble. Je suis très heureuse d'accueillir mes beaux-parents à mon micro. Comment est-ce que vous vous sentez au début de cet enregistrement ? Je suis vraiment très heureuse d'être là parce que de ce que j'entends et de ce que je vois, la question de la vie affective est centrale dans la vie des personnes. Et donc prendre le temps de réfléchir et de prendre du recul sur ce sujet me paraît essentiel. Donc merci de nous accueillir. Voilà, moi je suis très heureux d'être là pour passer ce bon moment avec Marianne. Et aussi je me dis, mais quelle chance de pouvoir parler des sujets aussi importants que l'amour de couple avec notre propre belle-fille. Trop bien. Est-ce que vous pourriez en 2 mots vous décrire, dire un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre vie actuellement ? Nous sommes mariés depuis 32 ans. Et nous avons 4 enfants, on en a accueilli 2 de plus à l'époque, et puis on a 2 petits-enfants. Voilà, et moi Hubert, je suis dirigeant d'entreprise. Nous habitons Nantes depuis maintenant 20 ans, après une vie très internationale qui nous a conduits au Chili, au Japon et en Chine. Voilà, donc on est à la fois des globetrotters et en même temps engagés dans la vie de la société. Incroyable, et vous êtes d'autant plus internationaux que Marianne, vous êtes belge, et Hubert, vous êtes français, et ça a quand même eu pas mal d'impact sur vos vies chacun, sur votre vie de couple. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'un et l'autre quel a été le parfum de votre jeunesse, quels ont été vos premiers rapports à l'amour, quel est le modèle d'amour que vous avez reçu de vos parents ? Je dirais, moi je viens d'une famille nombreuse, je suis la 5e sur 6 enfants, et il y a comme aussi un peu un modèle familial de réussite de couple et de mettre la priorité à ça, avec des frères et sœurs qui se sont mariés très jeunes, et donc pour moi ça a été compliqué d'être la dernière à me marier quelques années plus tard que ma plus jeune sœur. Oui, pour moi, là, moi je suis l'aîné de ma famille, donc un peu avec j'allais dire l'enjeu, le poids parfois d'être le premier à ouvrir les voies, mais avec l'exemple de parents qui s'aiment profondément. J'ai une chance incroyable. Mon père plutôt intérieur, réfléchi, un homme de contemplation, de prière, et ma mère très enthousiaste, très active, très leader. Une belle complémentarité de couple dont j'ai bénéficié. Et j'ai vraiment compris que l'amour du couple, c'est aussi cette complémentarité, que chacun puisse être pleinement lui-même. Et voilà, donc beaucoup de chance pour ça. Donc vous avez grandi avec toujours en tête l'idée que vous vouliez vous marier et fonder une famille ? Je pense avec un modèle, alors aussi un modèle assez exigeant, parce que quand on voit des parents qui ont un amour assez parfait à nos yeux, ça peut aussi mettre un peu de pression sur est-ce que je vais être capable de reproduire la même chose. Oui, moi j'étais désireuse d'une vie de couple et de famille, mais je n'allais pas le faire si j'étais pas sûre de la personne avec qui j'allais vivre. Je préférais rester seule si je trouvais pas chaussure à mon pied. Ok, du coup, quelle a été votre première histoire d'amour ? Le premier test, du coup ? Alors pour ma part, j'ai eu plusieurs expériences avant de connaître Hubert, et je crois que ça m'a ouvert le cœur. Et la première était un peu surprenante, parce que après ma terminale, j'ai passé une année en Angleterre, et je suis tombée sous le charme d'un Indien qui m'a vraiment séduite, et donc chemin faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de différences, trop d'incompatibilité, mais j'avais eu vraiment... mon cœur s'était ouvert à ce moment-là.
Oui, pour ma part, moi je dirais que j'étais plutôt du style réservé avec les filles, aussi très indépendant, donc ayant envie de creuser mon sillon, qui m'a un peu emmené à pas mal voyager et tout ça, donc j'étais pas pressé. J'ai aussi vécu une expérience personnelle qui a été forte, c'est vraiment rencontrer l'amour de Dieu à 18 ans, et ça m'a beaucoup rempli de certaines façons d'amour aussi de cette manière-là. Et donc j'étais pas non plus pressé, presque un peu inquiet, un peu résistant au fait que me lier avec une fille puisse rompre mon indépendance. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir aux prémices de votre rencontre à tous les deux ? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés la première fois ? Alors le contexte, c'était un projet au Chili. Alors on s'était aperçu avant, mais on n'a pas vraiment on ne s'est pas vraiment connus. C'est vraiment dans le projet de microcrédit au Chili qu'on s'est connus et que vraiment... Alors, je peux dire quand même que moi j'étais au Chili depuis 2 ans et est arrivé un groupe de Français et il fallait que je sois en charge de les loger. Et en fait, j'ai vu Marianne van der Merch, économiste, que j'avais repéré quand même lors d'une rencontre avant. Et c'est quand même à toi que j'ai prêté ma chambre, parce que je sentais qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser en tout cas. C'est vrai que quand j'ai logé dans sa chambre alors que lui était rentré en France, j'ai vu les photos de toute sa famille et je me suis dit, tiens, ça a l'air d'une famille très sympa. Ouais. Mais finalement, c'est dans la vie professionnelle, le quotidien, qu'une complicité s'est développée tout naturellement. Ouais. Puis comme autre prémisse, quand même, on a démarré ce projet de banque des Pobladors, banque des pauvres au Chili, avec un ami, Laurent. On était 2 et on se disait, ce serait quand même chouette qu'il y ait une 3e personne et que cette 3e soit une fille. Et à ce moment-là arrive Marianne, donc au Chili, et je me rappelle avoir dit à Laurent, écoute, si t'es d'accord, est-ce que t'es d'accord que ce soit moi qui aille la recruter ? Donc voilà, je sentais qu'il y avait une affinité possible. J'avais pas d'autres idées derrière la tête, mais en fait c'est comme si parfois le naturel parle, sans qu'on s'en rende compte. Ça j'ai compris après coup, qu'il y avait ma tête résistait pas mal, mais mon cœur et mon élan en fait me portaient assez naturellement vers Marianne. Mais du coup ça faisait 2 ans déjà que vous étiez au Chili, Hubert et Laurent, ouais. Et Marianne est arrivée à ce moment-là ? Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, d'accord. C'est ça exactement. Bon, moi il y avait pas mal de filles que j'aimais bien comme ça, mais en tout cas j'avais pas d'aventure de couple avant. Et du coup, là, à ce moment-là, quand vous êtes retrouvés ensemble au Chili, est-ce que, dans quel mood vous étiez l'un et l'autre par rapport aux relations amoureuses ? Alors moi, je dirais justement, comme j'avais eu une déception amoureuse quelques temps auparavant, je m'étais dit, je veux pas m'engager et je veux surtout aller dans le sens de ce qui me tient à cœur. Et le service des plus pauvres, en lien avec l'économie, mettre mes compétences au service des plus pauvres, était vraiment ce qui m'avait motivée en me disant, il faut que je laisse aussi mon cœur se cicatriser, s'apaiser. Et si ça doit venir, c'est possible, mais surtout pas trop vite. Oui. Et moi, je dirais que j'avais un peu une image, je pense un peu des filles de magazine. Donc je me disais, ouais, bon, c'est bien, j'ai 25 ans, ce serait quand même bien que j'ai une relation affective et tout. Et donc dans ma tête, c'est comme s'il y avait un espèce de modèle qui me hantait et qui en même temps m'emprisonnait. C'était d'aller chercher la belle fille pin-up, etc., etc. Et de fait, au moment où je me suis mis à courir derrière une fille chilienne, on avait absolument rien en commun. Si ce n'est qu'elle correspondait un peu au modèle, la super fille. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte, en fait, ça m'emmerdait. En fait, c'est-à-dire que on partageait rien. Et puis, par ailleurs, il y avait cette relation avec Marianne qui était tellement naturelle que je pense que je la voyais pas. Ok, ça c'est fort. Oui, parce que c'était tellement, j'allais dire, tellement harmonieux, c'est plus qu'une amitié, c'est-à-dire que quand on travaillait ensemble, tout était facile, ça coulait, on était heureux, on avait plein de créativité, on se complétait, on rencontrait des gens, il se passait des choses et c'est vrai que je me disais, mais c'est bien, en fait, quand je suis avec Marianne, c'est comme si l'énergie, la fécondité, le résultat de ce qu'on entreprend est comme décuplé, mais je l'associais pas mal à une espèce d'harmonie professionnelle. Enfin, je voyais pas tellement autre chose. Après, ce qui a commencé à me travailler, c'est qu'on habitait donc dans une colocation, on était 10,
Et le soir, souvent, avant de dormir, moi j'allais dans le jardin, un peu méditer avant de me coucher, et je voyais au dernier étage une petite lumière qui était la chambre de Marianne, et je la voyais qui prenait aussi un temps, et notamment un temps de prière, tout ça. Je me disais tiens, cette fille, elle a quand même quelque chose de très particulier. Et c'était tellement différent d'espèce de modèle que je m'étais mis dans la tête que ça commençait à me travailler. Et puis voilà. Puis un jour, il y a aussi cette rencontre avec, cet moment où je t'ai invité à aller au cinéma. Et que moi j'ai dit mais on va inviter les autres de la colocation. Et que tu me réponds non, avec toi. Donc moi dans le cœur d'une. Non, je vais y aller avec toi tout seul. Mais c'était comme j'ai dit ça, mais de manière complètement spontanée. Et moi du coup ça résonnait en me disant est-ce qu'il a une idée derrière la tête quand même. Je pense pas que j'avais d'idée derrière la tête, mais c'était encore mon cœur qui parlait, que j'avais envie d'être avec Marianne, point. Et puis là, on a vécu une expérience qui est assez déroutante, qui est quelque chose d'ordre un peu comme un signe, un peu spirituel. C'est qu'on a été voir un film qui était Salam Mumbai, qui était un film d'un enfant abandonné dans les rues de Bombay. Et à la sortie du film, il y a un enfant qui vient nous voir, on était en train de manger une glace, et qui nous dit est-ce que vous pouvez me donner de l'argent, etc. Et je vois Marianne qui, de manière complètement spontanée, lui donne sa glace. Moi, un peu dérouté, il me dit waouh, Marianne est super généreuse. Un peu gêné, je lui donne ma glace également. Et il l'absorbe, il l'avale comme ça. Et là, on lui a demandé mais tu n'as pas mangé depuis combien de temps? Et il dit 2 jours. Et donc on lui achète un gros hamburger. On est allé surtout dans un espèce de KFC machin. Il était tard, il devait faire minuit, mais c'était ouvert. Et donc il a mangé le hamburger comme ça d'un seul coup, dévoré devant nos yeux. Et là on s'est regardé parce qu'il nous dit est-ce que je peux dormir chez vous ce soir? Et nous on vivait qu'en colocation, on avait une règle, c'est qu'on n'accueille personne sans avoir l'accord des autres. Et là, sans se parler, on se regarde, et une espèce de complicité qui est dans nos regards incroyable, où on s'est dit, ok, on prend le risque, parce qu'on peut pas laisser cet enfant comme ça. Et donc, on est reparti vers chez nous, et je me rappelle ce moment assez émouvant, où il nous prend, il était au milieu, il avait 10-11 ans, tu vois. Ouais. Il nous prend la main, il prend la main de Marianne d'un côté, ma main de l'autre, et il nous dit, vous êtes comme un papa et une maman pour moi. Et ça, c'était très fort. On l'a accueilli à la maison. Moi, je l'ai accueilli dans ma chambre, sur un matelas. Il a pris son bain. Je lui ai donné des affaires que j'avais, un grand pull qui lui allait jusqu'aux pieds. Et puis après, c'est tellement intense ce moment qu'on s'est retrouvés et on a pris un temps de prière tous les deux. Et c'est comme si il y avait comme quelque chose d'une présence de Dieu qui nous unissait en fait à travers ce moment. C'était un moment très très fort. Et là, j'ai bien senti que notre relation était plus que simplement de l'amitié. C'est comme, d'une certaine façon, un petit peu que par cet enfant, c'était aussi Dieu qui nous disait, mais vous voyez, je vous mets l'un à côté de l'autre pour votre vie. Il y a quelque chose d'assez profond. Mais en même temps, ça n'a pas été un moment d'une déclaration. C'était un moment d'une prise de conscience intérieure. Et c'est vrai que je crois qu'on s'est rapprochés de plus en plus, donc on parlait beaucoup et tout ça. Et au point que les autres de la colocation, en fait, voyaient une espèce d'harmonie entre nous, beaucoup plus clairement qu'on osait se le dire nous-mêmes. Et puis il y a eu un moment un peu fort, un peu déstabilisant aussi, où on s'est retrouvés, on faisait des bilans entre nous de vie communautaire, on va dire, et les autres, à un moment, nous ont un peu interpellés, notamment moi, en disant, mais Hubert, qu'est-ce que tu ressens pour Marianne? Et moi, j'ai dit de l'émerveillement. Il dit, mais non, c'est pas de l'émerveillement, c'est plus que ça. Et ils m'ont un peu poussé. Ça a été assez difficile aussi parce que je pense que derrière ce mot d'émerveillement, il y avait déjà toutes les prémices de l'amour, en fait. Pour moi, je ressentais énormément d'émerveillement pour Marianne. Ils m'ont un peu forcé, un peu poussé à dire que ce que je ressentais, c'était de l'amour. Du coup, Marianne a été aussi amenée à se déclarer un peu officiellement devant tout le monde. Et donc, ce qui était cette amitié harmonieuse, d'un seul coup, s'est transformé un peu poussé par les autres. Et on s'est comme retrouvé avec un problème à gérer, entre guillemets. Et on s'est retrouvé après, je me rappelle l'avoir dit à Marianne, écoute, t'inquiète pas, ça va aller. Et en fait, notre amitié s'est mutée de fait en amour déclaré à partir de ce moment-là. Sans que ce soit assumé, et donc ça nous a vraiment mis dans une période, j'allais dire de haut et de bas, où moi j'avais le sentiment d'être déclaré, j'attendais la réponse d'Hubert et Hubert n'était pas prêt. Moi, j'étais pas prêt à m'engager. En fait, je ressentais un amour pour Marianne, mais j'étais pas prêt à m'engager parce que j'avais des tas de questions à résoudre encore pour ma propre vie. J'avais peur de perdre cette indépendance. Je pense que j'étais extrêmement entrepreneur. Aussi, on était en train de développer ce projet de Banque des pauvres et ça prenait toute mon énergie.
je me posais aussi des questions plus spirituelles en disant voilà, est-ce que je suis appelé à me marier, est-ce que je suis appelé peut-être à être prêtre, etc. Donc tout ça n'était pas résolu et j'avais surtout pas envie de m'engager officiellement vis-à-vis de Marianne et de la décevoir après si mes questions m'emmenaient ailleurs. Et donc j'étais un peu à la fois j'étais attiré et en même temps je voulais garder une certaine distance. Donc il a fallu gérer ce truc-là et en plus il y avait toute la pression des autres. En plus au Chili tout se sait à toute vitesse. Et à tel point qu'on a dû créer un subterfuge. Je dirais déjà, moi, te laisser dans un premier temps le temps de tes réflexions pour ne pas que ça vienne perturber ces questions de fond. Et après aussi de se dire, mais si vraiment on est appelé à être ensemble, on a envie de construire quelque chose, il ne faut pas que ce soit l'extérieur qui nous l'ait dit, il faut le choisir chacun d'entre nous. Et pour ça, on a besoin de se créer un espace protégé des autres où on se choisit l'un l'autre en dehors de toutes les influences. Et tu te rappelles, on était... Et donc on a dit à tout le monde, on n'est plus ensemble, et en fait on se voyait en cachette. Ouais, mais ça, il y a eu même avant un petit moment où en fait on s'est dit après ce moment, écoute, voilà, on va cheminer ensemble, mais il faut surtout pas que nos parents en France le sachent et tout ça, donc on va rester hyper discret. On est monté en haut d'une montagne qui s'appelle le Cerro San Cristobal, qui est à Santiago, un lieu avec une grande vierge et tout ça, et on a un peu offert notre amour à la Vierge, mais en disant, voilà, ce qu'on souhaite, c'est y aller très très doucement, même dans la manifestation physique, etc. Bon, on est reparti, il devait être 1h du matin. Et moi, évidemment, c'est mon corps qui parlait, mon cœur qui parlait. Je prends la main de Marianne en redescendant, absolument. Et à ce moment-là, arrive une 2 chevaux, je sais pas, une bagnole remplie d'ados qu'on accompagnait dans le cadre d'une communauté chrétienne qui nous voit, dit, ah, Marianne, vous pololez, c'est-à-dire vous êtes copains, copines. Ah, c'est génial, bravo. Tout le lendemain, tout Santiago le savait. Et évidemment, coup de fil de ma mère, ah, il paraît que t'as une amie et tout ça, parce que évidemment, tout s'est su à toute vitesse, c'était comme une traînée de poudre. Et là, on s'est retrouvé un peu avec un problème, parce qu'en fait, on se dit, merde, ça y est, on est complètement emprisonné dans le regard des autres. Et c'est là où on s'est dit, on va faire croire qu'on s'est séparés. Et alors, on a annoncé à tout le monde, mais non, en fait, on s'est séparés et on se voyait en cachette. Et ça a été un moment super chouette, parce qu'on s'est réapproprié notre choix en se libérant de la pression des autres. Incroyable, trop bien. Du coup, vous avez récupéré la discrétion qui vous avait été volée, en gros. Exactement, et puis se réapproprier l'amour pour nous d'abord. C'est pas parce que les autres nous voient bien ensemble qu'il fallait qu'on soit ensemble. Donc il fallait qu'on creuse un peu les sujets de fond et qu'on soit déjà heureux d'être ensemble pour nous-mêmes. Ouais, et puis de respecter notre rythme. Moi, c'est vrai que j'avais besoin de temps et d'être aussi capable de dire à Marianne, écoute, voilà, moi je t'aime, c'est clair, mais je suis pas prêt à m'engager aujourd'hui. J'ai besoin de clarifier des questions pour ma vie. Je pense que j'ai quand même un an plus jeune que Marianne, donc je pense que ça joue aussi. Marianne avait vécu d'autres expériences. Pour moi, c'était la première expérience d'amour profond, tu vois. Et donc, j'avais vraiment besoin de cheminer à mon rythme, de pas sentir cette pression. Et donc, mais ça, c'est une période, je garde un goût assez, comment dire, heureux, j'allais dire amusé de cette période où on faisait croire à tout le monde qu'on était séparés, alors qu'en fait, on se voyait en cachette. Ça, c'était très mignon. Génial. Et est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'événement particulier qui a chamboulé cette situation dans laquelle vous étiez relativement bien maintenant que vous étiez C'est en fait, moi, du coup, dans ce cheminement-là, j'avais dit à Marianne, voilà, je dois revenir en France dans mes racines. J'avais un accompagnateur spirituel jésuite que j'ai rencontré et où j'ai vraiment là pris la décision personnellement de m'engager avec Marianne, donc de la demander à Marianne en fiançailles. Donc j'étais en France, Marianne était au Chili, et j'allais en fait au retour lui demander sa main, mais est arrivé un événement dramatique que j'attendais pas, avant même que j'ai pu lui exprimer. Donc je laisse à Marianne le soin de raconter cet événement. En fait, j'ai eu un accident de voiture très grave au Chili, où je suis restée vraiment entre la vie et la mort. Et en fait, ça m'a d'abord mis par terre. Et c'était tellement douloureux, grave. J'avais hémothorax, côte cassée, fémur en morceaux, et épiglotte arrachée. J'étais sous respirateur, on m'a fait une trachéotomie. Et c'est comme si ma vie s'était arrêtée d'un coup, et il fallait que toute mon énergie se mettre sur m'en sortir et toute
toutes mes capacités, ne sachant pas ce qui allait advenir. Parce que le diagnostic des médecins, c'était que je reparlerais plus, je ne remangerais plus par la bouche et je ne respirerais plus par le nez, puisqu'on m'avait fait une trachéotomie. Et donc à ce moment-là, j'ai dit à Hubert, j'ai écrit à Hubert, voilà, il m'est arrivé un accident très grave. Mon souhait, c'était qu'il ne soit pas attaché à moi par pitié. Et donc, je lui ai redonné sa liberté en disant, mais voilà, c'est pas parce qu'on s'était engagé qu'il faut garder la parole qu'on s'est dite. Et moi, aujourd'hui, je suis dans un autre état. Je suis quand même très abîmée physiquement. Et donc, je te rends ta liberté. Et moi, je me concentre sur m'en sortir physiquement, ma rééducation, qui était très douloureuse parce que j'avais été accidentée très 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 lourdement. Oui, et pour moi, en fait, j'étais donc en France, j'avais pris cette décision de demander la main de Marianne, entre guillemets. Et puis, en même temps, j'ai attrapé une hépatite virale, j'étais faible, et j'ai appris cet accident, en fait, j'étais dans ma chambre, un coup de fil, un ami m'appelle, je pensais qu'il m'appelait pour prendre de mes nouvelles, il me dit non Hubert, écoute, il faut que je te dise, Marianne a eu un accident très grave, elle a 5% de chance de survie, il faut que tu la lâches complètement. Donc ça a été vraiment terrible, tout s'est écroulé à ce moment-là. Je dirais que il s'est passé quelque chose, je maîtrisais plus ma pensée, et à ce moment-là sont passées en revue toutes les filles que j'avais rencontrées comme ça comme amies, et en me disant mais en fait Marianne est irremplaçable, il y a aucune de ces filles-là qui sera à la hauteur de cet amour pour Marianne. Et en même temps j'étais en train de la perdre, donc c'était vraiment terrible. Voilà. Et puis dans tout ce chemin, je reçois cette lettre de Marianne qui me dit lâche-moi, et en même temps mon accompagnateur qui me dit écoute, oui, t'avais pris la décision de demander à épouser Marianne, mais en même temps tu sais pas dans quel état elle va être, et donc voilà, je pense qu'il faut que tu recommences. Il faut que aujourd'hui vous n'êtes pas engagé, il faut que tu reprennes ta liberté et que tu refasses à nouveau un choix. Est-ce que tu es prêt, si Marianne te rouvre la porte, en fait, à choisir Marianne, mais sachant qu'elle sera peut-être handicapée. Donc ça a été tout un bouleversement à ce moment-là. Voilà, pendant un peu... De mon côté, j'ai fait 30 jours d'exercice spirituel de Saint-Ignace pour prendre du recul. On s'est retrouvés rapidement en septembre, Marianne étant encore avec des béquilles, ne parlant pas, etc., etc. Voilà. Et moi, à ce moment-là, j'ai fait une retraite. Et là, j'ai choisi de dire, voilà, en l'état de Marianne, je choisis de la demander en mariage et j'assume. Et ça a été un moment assez extraordinaire. Et le 8 septembre 1991... Donc je suis allé à Bruxelles où je t'ai demandé officiellement est-ce que tu veux devenir ma femme. Et tu t'y attendais pas du tout. Moi je m'y attendais plus du tout, je sortais de l'hôpital, j'étais en hôpital de jour parce que mon père assurait les nuits en tant que médecin et je savais que j'avais encore plusieurs semaines voire plusieurs mois de rééducation. Et à ce moment-là, vous aviez pas eu de nouvelles l'un de l'autre depuis Si on s'était vu rapidement. On s'était vu rapidement lors d'une rencontre d'un rassemblement d'entreprises chrétiennes de Fondatio. Mais je voyais Marianne était vraiment très handicapée, elle parlait comme ça, ne pouvait pas parler à voix haute. Donc je voyais tout l'effet de l'accident sur Marianne à ce moment-là. Mais en fait, et moi j'avais pas encore refait ce choix. Donc ça a été l'occasion en conscience de faire ce choix-là. Et en fait, comme c'était clair et avec tout le cheminement d'avant, à ce moment-là, j'ai dit à Marianne, voilà, est-ce que t'es prête à devenir ma femme? Et c'est pas la peine qu'on dure trop, donc 8 septembre. Et en fait, on s'est mariés le 25 janvier 1992 à Bruxelles, par un temps magnifique, mais très froid, et très heureux avec tous nos amis. Et en fait, on est passé en 9 mois de ténèbres, j'allais dire presque de la mort, à une espèce de résurrection où c'était la grande joie. Et c'était une grande émotion, et je me souviens avoir demandé à maman, mais comment tu vis les choses? Et maman me dit, mais tu te rends pas compte? Moi, le 6 juin, j'étais sur le point d'enterrer ma fille, et 9 mois après, je la marie. Et c'est entré dans un ascenseur émotionnel énorme, parce que là, une grande épreuve, et puis une grande joie. Et c'est vrai que ça a été très fort pour nous, et pour moi aussi en particulier. Et maman m'a dit, à ce mariage-là, j'étais la dernière à me marier dans la famille, mais on n'a pas eu un refus. Tout le monde a voulu voir qui était ce Français qui avait accepté d'épouser une femme accidentée
pour laquelle on donnait aucune chance ou très peu de chance de survie. Et donc il y avait comme une joie supplémentaire à ce mariage, vu les circonstances dramatiques dans lesquelles j'étais 9 mois avant. Ouais, c'était un mariage d'une profonde joie. Faut dire, notre période de fiançailles, en fait, donc ça a duré 3-4 mois, en fait, c'était assez court. Moi, j'étais encore avec mon hépatite virale, j'étais encore très faible, Marianne marchait à peine. Donc, on se retrouvait dans le parc de Bruxelles, on marchait 30 mètres, on s'arrêtait sur un banc comme deux petits vieux, et on se racontait notre vie, on parlait de notre ressenti et tout ça. Donc, ça a été, en même temps, une période assez extraordinaire de préparation, parce qu'on avait beaucoup de temps. On était convalescents tous les deux. Incroyable, Voilà. Mais du coup, au moment du mariage, vous étiez quand même... vous pouviez parler, vous pouviez... Alors le truc hyper émouvant, c'est que c'est le jour du mariage à l'église que Marianne a émis son premier son pour dire oui. Non, mais pour être plus juste, j'étais suivie par une orthophoniste et un médecin donc, qui suivait la progression de ma gorge, puisqu'il y avait une corde vocale qui avait été sectionnée. Et donc, il était prévu que j'ai une nouvelle opération où on me met du collagène pour parler. Et une semaine avant, elle me demande, donc c'était le lundi, et moi je me mariais le samedi, et elle fait passer toute la lumière dans ma gorge. Et elle me dit, mais c'est incroyable, votre seconde corde vocale commence à rebouger alors qu'on n'a jamais retrouvé le nerf dans l'opération. C'est assez exceptionnel. Et moi je dis, est-ce que ça me permettra de dire oui samedi prochain? Et elle me dit, pourquoi vous me demandez ça? Et je lui dis, parce que je vais me marier. Et à ce moment-là, elle fond en larmes parce qu'elle se dit, mais c'est incroyable. Ce que vous avez au niveau de physique, c'est inexplicable au niveau de la médecine. Parce que normalement, on aurait dû vous faire encore d'autres opérations pour récupérer votre voix. Je savais que j'allais récupérer ma voix, mais là, je l'ai récupérée de manière naturelle en faisant beaucoup d'orthophonie après. Voilà, c'est donc trop beau. voilà, c'est un peu quelque chose de magique. Alors en plus, donc on est parti en voyage de noces, non pas à l'étranger, mais on a une tante qui nous a prêté son appartement à Cannes, donc c'est vraiment super. Et puis avec un petit tour par Venise, donc vraiment sympa. Et ensuite, on est retourné au Chili pour la mission, donc pour qu'on transmette les responsabilités de cette banque de microcrédit pendant 1 an. Mais on a voulu commencer en se remariant au Chili. Et donc, on a fait un deuxième mariage en bonne et due forme avec le vicaire général de Santiago qui nous a mariés. Moi, j'étais en blanc et Marianne en couleur. Et on a invité tous les couples qui étaient là à se redire oui à l'occasion de ce mariage. Et c'était absolument incroyable. C'était un mix de gens des quartiers pauvres, des quartiers riches, à la campagne. Des amis nous avaient prêté une hacienda qui est un peu une propriété de campagne. Et on avait, je me rappelle, des ballons partout. C'était la grande fête. Surtout les Chiliens, ils nous avaient vus repartir cassés physiquement. Et ils se disaient, on les reverra jamais. Donc en fait, le fait qu'on revienne au Chili et qu'on soit mariés, c'était une joie immense pour eux et on ne pouvait pas ne pas la fêter sans eux. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de refaire. Donc ça a été ce mariage, c'était comme une apothéose. Et alors après, ça a été merveilleux parce que on a vécu 1 an, donc jeunes mariés, se donnant aux autres dans la construction de cette banque de microcrédit dans les quartiers pauvres. Et là, on a pu goûter pleinement la mission ensemble, l'harmonie, et en même temps, la vie de couple, etc. Et la convalescence, parce que Hubert avait besoin de beaucoup dormir, et moi, j'avais encore des séquelles de l'accident. Voilà. Et puis, on a attendu notre premier enfant, donc Maïti, notre première fille, au Chili, et qui est née au Chili. Oui, incroyable. On est reparti avec elle, donc elle avait à peine 3 mois. Oui. Et c'était assez drôle parce qu'en fait, elle était chilienne parce qu'elle est néo-chilienne, Marianne est belge, moi français, à tel point que quand on a passé l'aéroport, ils ont voulu vérifier qu'on n'avait pas volé un enfant chilien. Ah oui. Voilà, donc ça a été le début de notre histoire. Ah oui, donc une année et demie hyper intense, en passant de la mort à la vie et encore à la vie avec un bébé qui naît, quoi. Exactement. Une vie nouvelle qui nous est confiée. Et puis après, une vie complètement nouvelle. Moi, je suis rentré dans une entreprise plus classique, dans un grand groupe industriel. Et là, on a démarré une nouvelle étape de vie, j'allais dire, française, à 2. Magnifique. Est-ce que avant que l'on se quitte, est-ce que vous voudriez bien me donner, après ce témoignage trop beau, me dire quelque chose que vous avez pu comprendre dans votre vie de couple après 32 ans de mariage, un petit conseil que vous pourriez donner aux gens qui se posent des questions un peu de love? D'accord, moi je dirais le plus important pour moi,
c'est la communication, le dialogue, de pouvoir chacun exprimer ses besoins, ses ressentis, là où il en est, parce qu'en fait la vie nous fait évoluer, et si on ne prend pas le temps de se mettre ensemble et d'écouter là où on est, on pourrait très vite prendre des voies différentes. Et donc je dirais que le couple, c'est presque comme le premier enfant, donner du temps pour prendre soin de son couple. C'est pas du luxe, c'est vraiment la base qui fait tenir après tout le reste. La vie de famille, les engagements, la vie professionnelle, mais où le couple est vraiment, j'allais dire, cette source de vie et d'amour qui porte le reste. Et donc prendre du temps pour prendre soin de son couple, ça me paraît fondamental. Mais moi je dirais le couple c'est une école de gestion de la différence. Et donc le fait d'être différent, moi je suis très entrepreneur, peut-être très toujours avec plein d'idées très actives. Marianne est plus intérieure, plus avec une générosité étonnante, etc. On est très différents. Donc il y a des moments, les aspirations de l'un peuvent venir buter sur les envies de l'autre, et ça peut même créer des conflits, ce qui est normal. Donc moi je dirais que ce qui est important, c'est de communiquer, prendre le temps de se dire nos ressentis, de pas laisser des non-dits, de pas avoir peur aussi des petites crises. C'est-à-dire des crises au sens de dire je suis pas d'accord avec toi, et donc je pense que c'est important de croire aussi que en fait si on s'est marié, et notamment par le sacrement de mariage, en fait on est unis profondément par un choix fondamental, et donc ce choix fondamental nous autorise aussi à exister vraiment nous-mêmes et à dire ce qu'on pense, pas avoir peur aussi de la réaction de l'autre. Je me souviens d'ailleurs une anecdote. Au début de notre mariage, quand on avait un conflit, les premiers conflits, Hubert se disait on n'était pas fait pour être ensemble et c'est la catastrophe. Et en fait, c'est là où c'était important, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais vu ses parents se disputer. Et donc il a dû aller demander à ses parents, est-ce que vous avez des conflits ? Oui, c'est ce que je disais au début de notre entretien, c'est que j'avais une telle image de perfection du couple de mes parents, que notre premier conflit, j'ai l'impression qu'on avait raté, quoi. Parce que pour moi, j'étais un peu dans l'illusion, si on se marie, ça y est, tout devient harmonieux, quoi. Et en fait, un couple se construit. C'est pas donné au départ. Je pense que le vrai sujet, c'est ce que j'ai envie de construire notre relation. Voilà. Et ce que tes parents t'ont dit, mais bien sûr, on a eu des conflits, mais ils ne vivaient pas le conflit devant leurs enfants. Voilà. Et donc toi, t'avais pas vu. Voilà. Et puis alors, deuxième petit conseil que je dirais, pour moi, c'est goûter les bons moments du quotidien. Un petit détail, le petit déjeuner, par exemple. Moi, j'aime bien, souvent Marianne fait un bon café, j'aime bien goûter le café qu'elle me prépare. Et à ce moment-là, de se dire, c'est quand même chouette d'être ensemble, cette vie à deux, c'est magnifique. Et voilà, ces moments tout simples, ou une petite promenade, tous les deux, main dans la main, goûter. C'est pas forcément des grandes choses, mais c'est des moments qui font du bien à la vie de couple. Donc pour résumer, je dirais que ce que j'ai compris, c'est que la priorité, c'est de communiquer et de bien dire ses besoins, ses envies, de pas avoir peur des conflits parce que ça nous fait grandir, et de pas hésiter à prendre le café de l'autre. Ouais, et puis je dirais accepter non seulement la différence comme un fait, mais comme une chance. Ok, magnifique. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour ce témoignage incroyable que j'ai déjà entendu plein de fois, mais que je suis trop contente de réentendre. À chaque fois, j'ai les larmes aux yeux quand je vous entends, donc merci. J'ai beaucoup de choses à passer ce moment avec vous. À tout à l'heure. Merci Marguerite. Merci, à bientôt. Merci Marianne. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à en parler autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus. Un grand merci et à très bientôt.